Dans la forêt de Sombre-Cime, 3 élus s'éveillent après 2 siècles de sommeil. Ils s'attendent à des retrouvailles joyeuses, mais ne trouvent que le silence. Un cadavre en décomposition et une grotte où gît leur ingénieur blessé, menacé par une créature inconnue et terrifiante. Après un bref détour par le passé pour un petit peu de contexte et de traumatisme émotionnel, revenons maintenant à notre histoire, au présent, à l'extérieur de cette fameuse grotte. Le mystère de Sombre-Cime, épisode 3, la bête. Eléa, tu attends patiemment le retour de tes compagnons à l'entrée de la grotte. Les gouttes de pluie sont plus épaisses et plus froides et la bruine se transforme rapidement en une averse glaciale. Et dans la grotte, tu vois une ombre passer, gigantesque, qui reste un instant dans l'embrasure et semble comme hésiter entre s'y enfoncer ou s'avancer vers toi. Est-ce que tu réagis ? Qu'est-ce que tu fais ? J'étais déjà un petit peu, pas cachée, mais je m'étais un petit peu enfoncée dans les fourrés, abritée sous un arbre, vu la pluie finalement. Donc je pense que je vais bien rester là où je suis et observer. Essayer de faire aucun mouvement. Ok, alors je vais te demander un jet actif, s'il te plaît. 11. Ok, parfait. Tu vois l'ombre passer. Un frisson te parcourt. Intelligemment, tu ne recules pas, ce qui aurait pu faire du bruit. Tu restes là où tu es, tu retiens ta respiration. Et tu vois la créature qui s'enfonce dans la grotte, loin de toi. À l'intérieur de la dite grotte, Davy, tu entends toujours la respiration de Maël. Tu entends la douleur, la fatigue. Tu sens instinctivement que sa vie ne tient qu'à un fil. Et d'un coup, tu entends une nouvelle respiration, plus lourde, rocailleuse, derrière vous. Et des mouvements, des craquements, un bruit de bois et de roches. Tu sens que tu as un fragment de seconde pour réagir. Si tu prends ce temps pour prévenir les autres, tout le monde fera son jet avec avantage, donc 2 jets et garde le plus haut. Mais toi, tu feras ton jet avec désavantage, tu gardes le plus bas. Ça, c'est, je dirais, la 3e option. Après, avant ça, il y a, tu peux te baisser, tu peux couvrir Maëlle avec ton corps pour la protéger, ou autre chose. Dans la 3e option, Maëlle, elle est quand même protégée vu qu'elle a avantage ou pas sûr ? Elle aura avantage, ça c'est sûr. Après, ce que décide de faire les dés, c'est pas moi qui vois. Mais elle sera partiellement, elle sera avantagée, c'est clair. Quand Noah m'a dit qu'il venait avec moi, j'étais en mode je dois le protéger s'il vient. Donc je pense que je choisis la 3e option pour être sûre que peut-être Maëlle puisse s'en sortir et Noah aussi. Ok, ça marche. Et du coup, pour information, Noah qui a gardé un peu cette distance pour vous laisser votre moment d'intimité, et du coup à quelques mètres de vous, plutôt vers la sortie. Ok, bah je lui crie de se rapprocher de nous. Ok, du coup, Davy et Noah, vous allez faire un jet réactif. La difficulté, c'est 10. Davy, tu vas faire ton jet avec des avantages, donc tu lances 2 fois et tu prends la plus petite valeur. Et Noah, tu vas le faire avec avantage, donc pareil, mais tu prends la plus haute valeur. Et pour information, grâce à ton avantage, Maëlle a fait 12, donc elle réussit. 1. Oh shit. J'ai fait 4 et 5. Ok, ça va aller. Ça va aller. Un cri rauque remplit la grotte et une masse surgit des ténèbres au-dessus de vos têtes accrochées au plafond et tombe sur vous dans un craquement sonore. Une milliseconde avant ça, Davy, tu cries juste assez pour attirer l'attention de Noah qui fait un pas en avant et surtout l'attention de Maëlle qui réussit à se projeter au sol et à se mettre derrière le rocher contre lequel elle était appuyée. Et tu sens une douleur soudaine et froide. Et je vais te demander de choisir une partie de ton corps, s'il te plaît. Mes épaules ? Sous le poids de la créature, tu sens les muscles dans ton dos
qui cède complètement et tes omoplates qui se déchirent, qui craquent dans un bruit sonore absolument envahissant. Et la douleur dans tes épaules est monstrueuse et tu en perds presque à ce moment-là l'usage de tes bras. Et je veux bien que tu me fasses un autre jet réactif, s'il te plaît. 8. Ok, alors tu tombes pas dans les pommes. Par contre, tu vas adopter la première posture, qui est une dynamique de jeu qu'on n'a pas encore utilisée, qui est déclenchée narrativement par différents éléments et qui a des effets sur les dynamiques. Tu prends la posture à ce moment-là blessé grave, ce qui fait qu'à partir de maintenant et jusqu'à ce que tu sois guéri, tu vas faire tous tes jets avec des avantages. Donc en lançant 2 fois et en prenant la valeur la plus basse à chaque fois. Donc jets actifs, réactifs et jets sociaux, mais pas les jets de rosée. Les jets de rosée, ils restent normaux. Utile dans cette grotte. Parce que la créature qui chute sur vous fait un bruit extrêmement audible. Et Léa, je vais te demander un jet réactif pour voir si tu entends ce bruit, si tu entends ce qui se passe à l'intérieur ou pas. 1. Et Léa qui vit sa meilleure vie à l'extérieur, qui regarde l'averse tomber tranquillement. Ok, donc on revient à l'intérieur. Maëlle a réussi à se protéger, un peu cachée derrière ce rocher allongé. Détail important que Davy sait, mais que je vais dire hors RP pour le reste des joueurs. Maëlle ne peut pas marcher. Elle utilise la rosée et un mécanisme qu'elle a inventé pour se déplacer. Et vous êtes dans un espace qui n'a pas de rosée. Voilà, je pose ça là pour la suite. Noah, tu vas quand même prendre une posture, la posture blessé léger. Et je veux bien que tu choisisses aussi une partie de ton corps, s'il te plaît. Le pied. Ok. Tout se passe en quelques secondes à peine. Tu entends la voix de Davy qui hurle de te rapprocher. Comme un instinct, tu fais un pas en avant et immédiatement, une créature massive tombe entre toi et Davy et Maëlle. Son genou atterrit en plein sur le pied que tu viens d'avancer. Et tu sens tes orteils qui sont littéralement broyés sous son poids. Et c'est une douleur vive et intense, mais tu ne tombes pas dans les pommes. Simplement, tu vas avoir un peu de mal à marcher. Sous vos yeux, la créature s'élève lentement. Elle fait au moins 2 mètres de haut et elle se tient un peu courbée dans cet espace étroit. C'est une créature humanoïde faite de roches fissurées, de branchages entremêlés. Elle a 2 trous à la place des yeux, un visage à peine dessiné. Ses mouvements sont mécaniques et des sordides craquements résonnent à chaque fois qu'elle bouge. Et elle te fixe Davy avec un air à la fois furieux et complètement désorienté. Noah, toi qui as la créature qui est dos à toi, qu'est-ce que tu fais ? Bonne question. J'ai mon bout de bois, en soi, qui pourrait m'être utile. En soi, je peux compenser le fait que j'ai le pied en compote. Et je peux m'en servir, du coup, pour essayer de courir alerter Eléa. Ok, ça va être un jet actif. Et du coup, vu que t'es blessé léger, tu le fais avec des avantages. J'ai fait 8. 8, c'est très bien, la difficulté était basse, donc décris-moi ce que tu veux faire. En me relevant, du coup, après m'être fait écraser les pieds, je pousse un grand cri pour m'aider, me donner du courage. Et en même temps, un peu attirer la bête dans un sens qui est contraire à Davy et Maëlle, en espérant que ça peut leur acheter quelques précieuses secondes. Et après, je trace. Tu rejoins Eléa, du coup. Je l'appelle de la voix. Je pense que je la dépêche à l'intérieur, je prends pas le temps de lui expliquer parce que ça serait perdre trop de temps. Sauf que non. Je lui suggère de se dépêcher. Mais moi, je te demande quand même ce qui se passe à l'intérieur. Ce que t'as vu et ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de rosée dans la grotte. Pour moi, je suis impuissante dans la grotte, donc... Il y a quelque chose que on n'a pas encore identifié qui est en train de nous mettre mal. Et que le plus on est, le plus on aura de chance de... Et qu'est-ce qu'on va faire dans la grotte sans rosée et sans armes? On va pas les laisser dans la grotte, c'est juste, Non. il faut qu'on essaye d'attirer cette chose dehors. Ok, Parce qu'à l'intérieur, on pourra rien faire. je suis d'accord. Donc vous voulez essayer d'attirer son attention de l'extérieur, en gros. Oui. Ok, trop bien. Qu'est-ce que vous faites ? Il me reste de la rosée, mais le problème, c'est que quand j'ai essayé de l'utiliser dans la grotte pour voir ce qui se passait, la particule est morte assez rapidement et j'ai pas pu bien voir. Je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser
de manière concrète à l'intérieur de la grotte. Mais à l'extérieur, pour faire un bruit, je sais pas, par exemple, Mmh. prendre un arbre et essayer de le déraciner, ou alors l'envoyer contre un autre arbre pour que ça fasse beaucoup de bruit et qu'il pense que, je sais pas, il y a peut-être une bête plus grande que lui, qu'il est en danger. Faut le faire fuir. S'il se sent en danger, je suis pas sûre qu'il va sortir de la grotte. Est-ce que c'est possible d'utiliser la rosée pour amener un bruit qui vient d'ailleurs, par exemple, pour faire un bruit d'animal, par exemple, devant la grotte, qui pourrait potentiellement lui donner envie de venir manger une thé de proie facile? Alors, ça va demander que Noah et Eléa travaillent ensemble, donc à voir si c'est possible. Mais Noah, tu as établi plus tôt que tu savais imiter des bruits d'animaux, notamment des petits animaux. Et Eléa, tu sais utiliser la rosée pour amplifier des sons. Donc ça peut fonctionner comme ça éventuellement. Du coup, plutôt proie ou plutôt Je prédateur? pense que ça va plus être une proie, ouais, qu'un prédateur. Comme t'as dit, il ne sentirait pas de sortir. Ok, génial. Du coup, comme vous travaillez ensemble, vous ferez chacun un jet et on additionnera les résultats. Je demande à Noah de se mettre face à la grotte. Moi, je me mets à côté de lui, près de lui, hélas, je suis obligée. Je ferme les yeux. Je fais des mouvements avec mes mains. Je les écarte et je les rassemble, je les écarte et je les rassemble. Et j'essaye de me concentrer, de visualiser les particules autour de Noah et d'en rapprocher le plus possible près de sa bouche pour que quand il fasse son cri, ça les fasse un petit peu exploser et se disperser dans la grotte. Quel animal choisit Noah pour attirer la créature hors de la grotte? Un sanglier. Ok, donc un jet actif pour Noah et un jet de rosée pour Eléa, s'il vous plaît. Ok, premier jet, 10, ok, nickel. Et c'est un 1. Ok, 11, c'est pas mal. Eléa, Bon, moi, si on doit se battre avec la créature, après, je vais utiliser un seul point d'harmonie. d'autant qu'avec un 11, vous êtes un peu au stade où ça peut marcher, où ça peut très bien marcher, mais il y a peu de chances que ça échoue. Ok. Fiou 7. Pour un total de 18. C'est super. Vous vous placez côte à côte, face à la grotte. Tu fais tes mouvements, Eléa, pour concentrer la rosée devant vous. Noah pousse ce petit cri de petit sanglier apeuré et juteux pour appâter la créature. À l'intérieur de la grotte, Davy, tu te tiens à côté de Maël qui est à terre, encore extrêmement blessé. Tes épaules te lancent et tu vois la créature qui s'approche de vous dans des craquements un peu lugubres et qui commence à soulever son espèce d'immense bras qui est composé de branches et de roches entremêlées et est sur le point de l'abattre sur toi et Maël quand la créature suspend son geste. Tout son corps se retourne violemment vers la sortie et elle disparaît en traçant dans cette direction. Davy, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, je me dis que je n'ai pas connaissance exactement de ce qui se passe à l'extérieur, mais je me dis qu'il faut absolument qu'on parte de cet endroit. Et du coup, j'ai envie de porter Maël, même si je suis blessée. Donc je sais pas dans quelle mesure j'y arrive. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas choisi tes jambes, donc tu es en capacité de marcher. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est les épaules. Donc t'as pas énormément de force au niveau du haut du corps, mais peut-être que Maël peut compenser en s'accrochant un peu à ton torse ou à ton cou, et ça va être du coup un jet actif. 8. Maël va également faire un jet, et c'est un 12, let's go. C'est pas mal, en vrai, ça fait 20, c'est largement suffisant. Tu arrives à mettre Maël sur tes épaules, plutôt elle se met sur tes épaules. Le poids évidemment de Maël n'aide pas du tout avec la douleur que tu as, mais concentré sur cet objectif de sortir de là le plus rapidement possible pour accéder à la rosée. Tu réussis à avancer, à traîner pas par pas, et difficilement tu arrives à sortir de la grotte avec Maël. À l'extérieur de la grotte, devant son entrée, Davy, avec Maël, vous venez à peine d'émerger et vous voyez du coup cette créature gigantesque
et furieuse qui se situe entre vous et Eléa et Noah côte à côte. Juste avant de vous laisser agir, parce que vous allez agir en premier, je vais vous demander un jet réactif, tout le monde, pour voir si vous captez un truc ou pas. J'ai fait 1. 12 et 18. 4. Davy, quand tu sors de la grotte et que tu te retrouves face à cette créature et que tu vois Eléa et Noah en danger, ton cerveau scientifique s'enclenche immédiatement, ta mécanique d'observation, conclusion, action se déclenche et tu commences à analyser la créature sous tous les angles où tu peux la voir. Et tu remarques que, alors que la pluie est battante et donc que les particules de rosée circulent assez bas au niveau du sol, dès qu'elles effleurent la créature ou dès qu'elles la touchent, il y a une sorte de spasme, une contraction, des espèces de branches qui forment comme ces muscles, comme si elles réagissaient très négativement à ce contact. Ok, eh bien je vous crie en toute urgence, il faut utiliser absolument la rosée pour s'en sortir. Ok, super. Et t'as l'opportunité d'agir aussi, si tu le souhaites. Du coup, je suis plus dans une optique de nous protéger tous. J'ai peur pour eux, mais j'essaie vraiment de me recentrer. Avec ma peur, je pense profondément à cette protection. J'essaie vraiment de l'amener, de la créer, tout simplement en la manifestant. La rosée est quelque chose de très concret, c'est un élément biologique, des petites particules semi-solides, semi-liquides qui flottent dans l'air. Mais c'est aussi plus que ça. C'est une divinité pour une partie de votre population. Mais il y a une forme de conscience, une forme de... C'est presque un être vivant. Et du coup, elle comprend les intentions. Quand vous rentrez en communion avec elle, elle rentre en communion avec vous. Et tu donnes cette intention claire, protégée. Et immédiatement, la rosée s'active autour de toi. Elle comprend et elle se ferait un chemin jusqu'aux pieds de Noah et Eléa. Et plein de petites particules de rosée commencent à tournoyer autour de vous, formant comme une sorte de minuscule tornade, mais comme au ralenti. Cette espèce de barrière qui n'est pas impénétrable peut effectivement, puisque la créature est sensible au contact de la rosée, la dissuader de vous attaquer directement. Très bien joué, Madame Lando. Maintenant, c'est à vous deux. Moi, je suis pas très fort avec la rosée, non. Alors ça, j'imaginais bien que même si j'étais pas très fort avec la rosée, je pouvais faire des utilisations de rosée qui sont de base un peu banales, qui là peuvent me servir. Par exemple, il se pourrait que dans notre société, on joue à un jeu avec une petite bille et qu'on s'amuse à faire des boules de rosée et que on jette les boules de rosée à côté de la petite bille. C'est un jeu qui peut exister. En soi, il a existé dans plusieurs univers. Plusieurs univers, c'est ça. Je me mets à me concentrer les boules de rosée et à les jeter sur la bête. J'aime trop. Est-ce que t'as un nom pour ce jeu par hasard? La rosette. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est absolument parfait. Tu fais cette chose que tu sais faire, qui ne demande pas d'entrer en connexion avec la rosée, qui est vraiment juste de la manipulation physique absolument basique, que n'importe quel enfant de Sombre Sim sait faire, puisque n'importe quel enfant de Sombre Sim joue à la rosette. Et je veux bien un jet actif, tout simple du coup. Et je te rappelle que malheureusement, tu as toujours des avantages à cause de ta blessure. 1. Aïe, ok. Tu formes ta boule, tu la lances et en fait elle vient s'exploser contre l'espèce de barrière de rosée qui circule en même temps autour de toi. Et je pense que de façon un peu similaire à ce qui s'est passé quand tu examinais les écrins des sœurs Brins d'Ombre, ce moment où tu as essayé mais tes sens normaux, on va dire, ne suffisaient pas et la rosée t'a appelé, t'invitant à l'utiliser. Tu entends ce même appel, tu entends cette même odeur unique pour Noah, cette odeur d'herbe chaude, et comme un murmure tout simple de « Utilise-moi, qu'est-ce que tu fais ?» Je veux bien faire la même chose avec un jet de rosée, même si en soi j'ai un dé de rosée qui est plus bas. Alors c'est vrai, mais avec la posture blessée léger, t'as avantage au jet de rosée, donc ça peut être intéressant.
2, Comment c'était inventé? 5. Ok, 5 c'est mieux que 1, et de toute façon c'est littéralement un jeu d'enfant, donc ça va suffire. Tu refais la même chose, mais cette fois tu rentres en connexion avec les particules que tu inhales avant de les placer dans cette espèce de boule, et tu la lances, et cette fois elle traverse la barrière de rosée autour de toi, et elle file dans l'air et vient s'écraser contre l'épaule de la créature, extrêmement affaiblie, ou en tout cas extrêmement blessée par cet impact. Et dans le même mouvement, elle fait 3 pas en arrière. Elle a reculé du coup vers Davy et... Oui, elle a reculé vers Davy et Maëlle. Elle n'est pas à leur niveau, mais effectivement, elle s'est rapprochée. J'utilise mon tour pour d'abord, par réflexe, crier à Davy de reculer, de s'en aller, de nous rejoindre, en fait, enfin de se mettre un petit peu plus de notre côté. Et après, comme dans la panique et l'effervescence, malgré tous mes principes, je vais recopier ce qu'a fait Noah, parce que j'ai vu que ça a marché. Et voilà, du coup, je fais la même chose. Est-ce que tu le fais avec un jet actif ou avec un jet de rosée ? Avec un jet actif, d'abord. 12. Non seulement la boule de rosée que tu formes est au moins 2 fois plus large que celle qui a été faite par Noah, mais en plus ton lancer est plus précis. Tu l'envoies avec beaucoup plus de force et elle traverse l'air à une vitesse phénoménale et vient s'écraser en plein dans la tête de la créature qui était déjà mal en point et qui vraiment se recroqueville presque sur elle-même avant de se relever en écartant les bras, en hurlant de rage. Et son cri se réverbère dans la forêt et elle commence à reculer de plus en plus et ses bras font des mouvements un peu hasardeux, comme si elle commençait à perdre le contrôle sous l'effet de la douleur. Enragée, elle commence à regarder autour d'elle furieusement et ses yeux tombent sur Davy et Maëlle à quelques pas derrière elle et elle prend une sorte d'élan et soulève son bras qui n'a pas été blessé en l'air pour l'abattre sur elle. Et je vais faire un jet pour la créature. Ok. Elle soulève son bras qui vient s'abattre dans un craquement sonore et une explosion de roches et de branchages qui viennent former un énorme cratère dans la roche juste au-dessus des têtes de Davy et Maëlle. Et Davy, tu n'es pas blessé, Maëlle non plus, mais tu sens juste plein de petits morceaux de roche qui tombent au-dessus de vous. Et je veux bien que tout le monde me fasse un jet réactif. Et la difficulté, c'est 8. 10. 7. 3. Eléa, un reflet dans l'ombre des arbres devant toi attire ton attention. Un objet brillant, visiblement en mouvement. Ton corps réagit avant que ton esprit s'active. Et je vais te demander de me décrire comment tu évites la lame qui est lancée vers toi à toute vitesse. Je me jette sur le côté. Et du coup, je jette Noah avec moi, puisqu'elle est à côté de moi. Est-ce que c'est volontaire d'écarter Noah du chemin ou est-ce que c'est plus un accident de tu te jettes et Noah est dans le passage ? Non, je pense que c'est par volonté, enfin par réflexe de ça vient vers nous. Bon voilà, je l'aime pas trop, mais j'ai pas envie qu'il meure non plus. On est 3 quoi. Ok, ça marche. Tu te jettes du coup sur Noah et vous tombez ensemble au sol dans la terre mouillée, hors de portée de la lame. Après t'avoir raté de peu, la lame continue sa course et vient se planter dans l'épaule de sa vraie cible, la créature, qui émet un cri rauque, déchirant et recule. Une nuée de particules grimpe le long des jambes de la bête et vient s'entourer autour du pommeau de l'épée. Et d'un mouvement en arrière, les particules l'arrachent et la renvoient en volant à toute vitesse dans l'autre sens. Et l'épée vient se loger dans la main gantée d'une femme, à la mâchoire serrée. Son uniforme de garde au reflet argenté flotte autour d'elle. Elle est petite mais ses épaules sont larges. Et lorsque l'épée revient dans sa main, elle se laisse emporter par le mouvement faisant un tour gracieux sur elle-même et sa longue tresse s'entoure naturellement autour de sa taille. Eléa, tu reconnais immédiatement Tara Décime, garde du temple et choisie
comme vous, pour effectuer le voyage. Elle a l'air fatiguée, son uniforme de garde est usé. Elle serre son épée dans son poing. Ses pieds s'enfoncent dans le sol. Et vous voyez qu'elle s'apprête à charger. Et les 30 secondes à 3 minutes qui suivent, impossible de le dire, sont comme sorties d'un rêve. Vous voyez Tara qui fonce sur la créature presque en volant à travers l'air. Elle enfonce son épée dans cette épaule qu'elle a déjà sectionnée partiellement et le bras de la créature tombe, puis elle virevolte en arrière pour reculer, évite le coup que la créature essaye de lui asséner pour l'étourdir et finalement glisser entre ses jambes et sectionner de nouveau un autre membre, et elle fait ça pendant quelques minutes à peine et finit par réduire entièrement la créature en pièces. Et le tableau final auquel vous assistez, c'est Tara debout, les pieds enfoncés dans le sol, son épée à la main, essoufflée, respirant lourdement dans un cimetière de morceaux de roches et de morceaux de branches à ses pieds. Et après avoir réduit la créature en pièces, ses yeux se lèvent brutalement vers toi, Eléa. Une expression déterminée, fermée sur son visage. Tara serre son épée qu'elle tient sur le côté et fonce vers toi, à toute vitesse, épée à la main. Qu'est-ce que tu fais ? Elle fonce avec sa lame en avant ? Sur son côté, dans sa main. Tu peux me faire un jet réactif si t'as envie de décrypter un peu ses intentions. Ok. 6. La posture est offensive. D'accord. Je pense que j'ai un mouvement de recul. Elle arrive à ta hauteur rapidement. De la main qui ne tient pas l'épée, elle agrippe le haut de ta robe au niveau de ton cou et te pousse jusqu'à ce que tu te trouves le dos contre le tronc d'un des grands pins qui sont autour de cette espèce de petite clairière. Elle place son épée sur ta gorge, la lame sous ta mâchoire. Tu sens que son objectif n'est pas de te blesser, mais que si c'est nécessaire, elle n'hésitera pas à le faire. Nice. Elle verrouille ses yeux dans les tiens et elle te dit « Dites-moi tout de suite. Dites-moi ce que vous avez fait. Quand quoi ? J'ai pas le temps de jouer à des jeux. Vous savez forcément. Dites-moi ce que vous avez fait. Je sais pas du tout. Arrêtez de mentir. Je sais pas, je me suis réveillée il y a 2 heures. Son œil tressaute. Et c'est comme si d'un coup elle réalisait qu'elle avait en face juste une enfant. Et elle va presque pour retirer la lame de sous ta gorge, mais elle la maintient encore sans appuyer trop. Est-ce que Noah ou Davy, vous intervenez, vous réagissez à ce moment-là ? J'ai bien envie de prendre ta défense, mais en même temps, je trouve ça un peu suspect qu'elle vienne t'accuser à toi particulièrement, quoi. Toi, ça t'étonnerait pas que Que j'ai quelque oui. chose à voir là-dedans, quoi. Que t'aies quelque chose à cacher, quoi. Je pense que je me retourne un peu vers Davy et je lui chuchote. Tu penses qu'elle sait quelque chose ? Je suis assez méchante, mais plus envers Tara parce que je la sens agressive. Et Léa, tu sens toujours la lame froide, moins appuyée, mais quand même toujours présente sous ta mâchoire. Et tu sens quelque chose de plutôt chaud et réconfortant qui vient se glisser entre ta peau et l'épée. Et en regardant vers le bas, tu vois qu'il y a des petites particules de rosée qui sont en train de remonter doucement le long de ta robe et qui viennent se glisser entre la lame et ta gorge, comme pour te protéger. Et derrière l'épaule de Tara, tu vois Maël qui t'adresse un léger hochement de tête qui finit le mouvement de sa main pour envoyer les particules vers toi. Et Tara réattrape ton regard. Je suis donc censée croire que l'élu du temple n'est au courant de rien. Que vous n'avez rien à voir avec tout ça. C'est ça ? Et bien sûr que non, pourquoi j'aurais fait ça ? Ah ! Donc vous avez fait quoi ? Je sais pas, fait ce qui fait qu'on est réveillé là, dans cette forêt. Moi, mon but, c'était que tout se passe comme prévu. Qu'on se réveille au moment où on était censé se réveiller. Et peut-être que... D'ailleurs, peut-être que c'est maintenant, j'en sais rien, mais c'était pas censé se passer comme ça.
Fais-moi un geste social, s'il te plaît. Mon D8, MDR. Non, vous avez remarqué, hein, je sais pas trop me faire des amis. 4. Les particules de rosée qui se sont glissées entre la lame et ta peau repoussent très légèrement l'épée. Et Tara laisse le mouvement se faire. Son visage passe de la colère à la frustration avec une pointe de peine. Elle relâche la prise qu'elle a sur ta robe et se détourne sans un regard de plus. Elle s'approche de toi, Davy. Tara décime, plante son épée dans le sol. Elle enlève la poussière autant qu'elle peut et la crasse de son uniforme, place une main contre son cœur et se penche en avant, en te saluant de façon très solennelle. Madame Rivage, Madame Lamdo, je suis navrée que nos retrouvailles se passent ainsi. J'aurais souhaité que les circonstances soient bien différentes. Avant toute chose, j'ai besoin de savoir. Est-ce que vous lui faites confiance ? Et elle fait un petit mouvement de menton vers Eléa. Oui, totalement. Le regard de Tara bifurque sur Noah. Est-ce qu'elle perçoit le doute que t'as émis un peu plus tôt Non, ou pas ? C'est moi plutôt qui l'analyse. Je veux bien un geste social, s'il te plaît. Ça tombe bien, je suis hyper sociable. Et c'est un sociable, mais pas très poker face. Ok. Elle capte un petit peu dans ta posture et elle se retourne vers Davy et Maël. Est-ce qu'on pourrait aller parler un peu plus loin en privé ? Après, moi, j'ai Maël quand même. Oui, c'est vrai. Et vous êtes très blessés. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher plutôt de moi ? Bien sûr. Est-ce que l'élu du temple consent à nous laisser seuls un instant ? Mais est-ce que je peux me défendre ou je vais empirer la situation ? Alors tu fais ce que tu veux. Non. Mais je suis super vexée. Enfin, je suis pas vexée, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi moi j'aurais quelque chose à voir là-dedans alors que c'est les scientifiques qui ont préparé le voyage. Pourquoi ? C'est la science, le diable, c'est pas le temple. Du coup, je jette un regard à Davy en essayant de lui dire « Tu vas me raconter hein, ce qu'elle t'a dit ?» Et je m'éloigne. J'accepte. Je viens avec toi, Léa. Juste avant que vous partiez, Maël, qui a déjà commencé un petit peu à utiliser la rosée pour se soigner, te fait un signe, Noah, et te dit « Noah, avant de partir, est-ce que tu veux que je te soigne ? Que je soigne ton pied ?» Ouais, je suis d'accord. Elle prend un petit moment pour soigner ton pied en collectant la rosée qu'elle met dans un appareil, une sorte de petite seringue, et tu sens une piqûre légère dans la plante de ton pied et tu es presque entièrement guéri, tu peux en tout cas marcher normalement et du coup tu enlèves ta posture blessure légère. Et alors que tu pars aux côtés d'Eléa dans la forêt pour vous éloigner, elle se tourne vers toi, Davy. Davy, est-ce que je peux te soigner aussi ? Oui, je pense que on en a besoin. Je vais devoir te toucher, est-ce que c'est ok ? Oui. S'étant elle-même un peu remise et pouvant de nouveau se déplacer, elle s'approche un peu plus de toi. Elle se met dans ton dos et déboutonne très légèrement ta blouse juste au niveau de la nuque, juste assez pour découvrir le haut de tes épaules. Et elle sort d'un de ses sacs un cylindre avec un petit réservoir. Elle capture quelques particules de rosée qu'elle glisse à l'intérieur et elle active plusieurs petits boutons assez pour que le mécanisme commence à vrombir et à effectuer des légers clics. Et au bout d'1 ou 2 minutes, elle ouvre le réservoir et en ressort une sorte de matière légèrement liquide à laquelle elle vient rajouter une petite poudre et elle applique sur le haut de tes épaules. Et progressivement, la rosée s'infuse à travers ta peau. Et tu es toujours blessée, mais tu sens que la douleur est beaucoup plus supportable. Et c'est en la sentant partir légèrement que tu te rends compte à quel point elle était intense avant. Et tu passes, en termes de posture du coup, de blessé grave à blessé léger. Tara vous a laissé un petit peu d'espace. Une fois que c'est fini, elle se rapproche de vous. Elle s'installe très formellement sur un rocher à proximité. L'averse est redevenue une pluie très fine, un peu tiède. Et une fois que vous semblez disposé à l'écouter, Tara prend la parole. Merci
de m'accorder ce temps. Merci de ne pas m'avoir renvoyé. Vu mon comportement plus tôt, j'aurais complètement compris. Votre tolérance en ce moment ne sera pas oubliée, je vous l'assure. Et à partir de maintenant, je me place sous votre autorité quant à la marche à suivre. Et à tout moment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je vous assure que je n'ai jamais levé la main sur un enfant, encore moins un enfant du temple. Ma vie d'avant était faite de pure loyauté envers le temple, ses principes, ses aînés. C'est pour cela que les mots que je vais vous dire, les doutes que je vais vous confier, je vous assure que je ne le ferais pas si je n'étais pas presque certaine de leur véracité. Je pense que le temple nous a piégés ici. Je pense que nous étions toujours destinés à nous réveiller dans cette forêt vide, abandonnée, délaissée. Qui était au courant? Pourquoi? Comment? Mais nous sommes tout simplement condamnés. Et je pense que nous l'étions depuis le moment où nous avons été sélectionnés. Je suis désolée. En cet instant, la pointe de peine que vous pouviez percevoir à travers le masque de frustration et de colère sur le visage de Tara Decim, cette pointe de peine se révèle au grand jour et prend toute la place. Une expression de perte, de tristesse pure. Je suis très surprise par vos propos. Bien sûr, depuis qu'on est arrivé, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui s'est passé, mais une trahison de la part du temple, ça ne m'a pas traversé l'esprit jusqu'alors. Est-ce que vous pouvez me dire d'où part cette pensée que nous sommes trahis par le temple? Est-ce qu'il y a des éléments précis qui vous font dire ça? Est-ce que vous avez vu l'écrin de Ceylan Bravecoeur? Oui, on l'a vu. L'exacte même chose a failli arriver à Alior Autronce, la soigneuse du temple. Je me suis réveillée il y a une semaine et demie, je dirais. Et en me réveillant, j'ai tout de suite vu l'écrin d'Alior qui avait commencé à pourrir. Je me suis précipitée, j'ai planté ma lame, ne sachant quoi faire d'autre. Et j'ai réussi à l'ouvrir, à forcer son ouverture. Et Alior a... Ce n'est pas... L'important est que les écrins ont été conçus par des cerveaux comme les vôtres, Madame Rivage. Je ne m'explique pas qu'avec les décennies d'évolution et développement de cette technologie, on ait eu 2 écrins qui malfonctionnent. Peut-être plus, peut-être que certains étaient censés mal fonctionner et finalement ça n'a pas marché. Je n'ai pas de réponse à mes questions, mais je sais que ce n'est pas possible. Je suis désolée si mes théories sont dangereuses ou si elles vous placent dans des positions inconfortables, mais c'est la seule branche solide sur laquelle je peux m'appuyer maintenant. Tant qu'on n'aura pas les réponses. À ce moment-là, je regarde Maëlle. On se regarde... Fais-moi un jet social. Ok. 5. Tu regardes Maëlle, et sur son visage, tu ne vois aucune expression. Une neutralité absolue. Maëlle est la personne la plus empathique et la plus expressive que tu connaisses. Son visage est un livre ouvert particulièrement pour toi. Mais en cet instant, sur son visage, tu ne vois rien, et c'est terrifiant. De voir que Maëlle ne me regarde pas et de la voir comme ça, je commence à m'inquiéter, même si j'essaie de rester toujours, comme d'habitude, stable. Même si là, ça commence à être compliqué, est-ce que je peux encore te poser des questions? Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres chemins que tu penses qu'on pourrait emprunter, que vous n'avez pas encore explorés? Nous n'avons pas arpenté toute la forêt, mais je dois être honnête, nous en avons vu la plupart, et nous n'avons rien trouvé. Nous avons été jusqu'à la ville, nous avons été jusqu'à l'Orée. Alior voulait absolument retrouver le temple, et ce qu'on a vu était
il n'y a plus rien. Juste des ruines. Des ruines et quelques-unes de ces créatures monstrueuses. Maëlle pose très délicatement une main sur le bras de Tara et lui demande, avec un ton très doux, « Et Alior, est-ce qu'elle est encore avec vous ?» Le visage de Tara s'assombrit immédiatement et il y a 2 bonnes minutes juste de silence. Tara prend une respiration, lève les yeux. Je ne pense pas que je pourrais mettre de mots dessus, mais je peux vous montrer. Et je pense que c'est une bonne chose si l'élu du temple le voit aussi. Et elle se lève pour aller chercher Elia et Noah dans la forêt. On revient du coup un tout petit peu en arrière, au moment où Elia et Noah vous quittez vos camarades de voyage pour vous enfoncer dans la forêt. C'est quoi le mood ? C'est quoi l'ambiance ? Moi, sans regarder spécialement Noah, une fois qu'on m'a dit que j'étais plus la bienvenue, je commence à tracer, parce que je suis très énervée. Mais surtout, en incompréhension totale, je pensais retrouver une alliée, et je me fais attaquer, je me fais accuser. Donc, je suis très énervée. Et je trace. Et toi, tu me suis du coup ? Ouais, parce que j'ai bien envie de te rassurer sur le fait que sa colère est peut-être potentiellement entendable et que... Comment ça, entendable ? Dans le sens où c'est vrai que ça fait énormément de questions qui se posent d'un coup et que ça peut se comprendre qu'elle soit dans cet état-là. Mais le temple veut notre bien à tous. Pourquoi accuser le temple ? Pourquoi m'accuser moi ? C'est la science qui s'est occupée de ces petits œufs dans lesquels on était, là, c'est pas... Et le temple ? Jamais le temple aurait fait ça. Quoi, le temple ? C'est la science et le temple. Je marque un temps. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, donc comment lui en vouloir d'être plein de rage ? Les mots qu'il a ont un effet sur moi, mais je ne veux surtout pas lui montrer. Mon cerveau est en ébullition. Je me pose vraiment beaucoup de questions et j'essaye très très fort de ne pas rentrer dans la paranoïa générale et de ne pas me mettre à douter du temple. Mon seul repère dans ce monde. Alors je change de sujet. Et je dis à Noah... Bon, tu t'es bien débrouillé tout à l'heure, t'as eu une super idée, hein. Bon, t'as vu, je l'ai fait mieux que toi, mais merci pour l'idée, hein. Super inspi. Tu voles beaucoup de choses, dis donc. Et la conversation continue comme ça. Au bout d'un moment, Tara vient vous retrouver. Elle reste à quelques mètres de toi, juste pour laisser un petit peu de distance, et te dit « Je suis navrée pour tout à l'heure. J'ai quelque chose à montrer au groupe, et je pense que vous devriez le voir aussi. » Elle vous conduit de nouveau à Davy et Maëlle devant la grotte. Elle va trouver une plante basse, une plante qu'on appelle la souche mémoire. Elle l'arrache de terre d'un mouvement sec. C'est une plante qui n'a pas beaucoup de feuilles, pas beaucoup de volume, mais qui a des très 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 longues racines sous terre. Elle en arrache une et elle capture de son autre main 4 particules de rosée. Et elle commence à entourer lentement la racine autour de son poignet en faisant des nœuds assez complexes. Elle respire doucement, la racine commence à briller et elle libère les 4 particules qui volent dans vos directions. Vous inhalez et vous voyez le souvenir de la matinée du jour même à travers les yeux de Tara. Tara est accroupie près d'une autre femme au bord d'une étendue d'eau que vous reconnaissez comme le bassin, ce lieu de culte qui est très important pour le temple et pour l'Oré de manière générale. C'est là
que la cérémonie de sélection a lieu à chaque saison avec tous les enfants qui viennent de fêter leur 10e anniversaire. La fine pluie de cette matinée tombe sur la surface blanche de l'eau, créant de légères ondulations. Les saules pleureurs qui entourent le lac ploient sous le poids de leurs larges branches et leurs feuilles caressent doucement ses eaux. Alior Autrons, la soigneuse du temple, est allongée sur la rive, les jambes dans l'eau, la tête délicatement posée sur les cuisses de Tara. Elle porte toujours la robe traditionnelle des soigneuses, mais celle-ci est couverte de mousse et de pourriture et d'une substance étrange comme une rosée condensée, gluante. Sa peau est plus claire que même la tienne, Eléa, et vous voyez presque toutes ses veines à travers, vous voyez presque ses os. Alior chuchote à Tara des mots que vous ne pouvez pas entendre, puisque à la place de Tara, vous entendez seulement le battement très fort de votre cœur et cette espèce de vrombissement sourd qui vous prend. Alior essaye de se redresser sur ses coudes, mais quand ses mains touchent le sol, sa peau s'effrite et se transforme en fines particules rondes et brillantes qui vont se perdre dans l'air. Elle se laisse retomber dans les bras de Tara et vous regardez son corps continuer de s'effriter progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la garde, les bras ballants, seul au bord du bassin. Et vous revenez à vous, vous revenez dans votre corps. Est-ce que c'est le sort que l'on nous réserve? Tara ne répond pas. La racine de souche-mémoire toujours enroulée autour de son poing qu'elle serre de toutes ses forces. Et ses yeux pleins de larmes se plongent dans les tiens, Eléa. Elle a vécu des années, cachée par le temple. Elle était malade bien avant d'entrer dans l'écran. Et maintenant, elle n'est plus rien. Et c'est le temple qui a fait ça. Alors si en tant qu'élu du temple, vous maintenez que vous ne savez rien, soit vous êtes la meilleure menteuse que j'ai jamais rencontrée, soit vous avez vécu une vie dans le noir. Et elle relâche son poing, la racine de souche-mémoire tombe au sol, et elle va s'asseoir près d'un rocher, à quelques mètres de vous, vous laissant de l'espace. Est-ce que moi j'ai des informations sur Alior? Enfin, est-ce que je savais des choses sur elle avant de partir? Les soigneurs-soigneuses, c'est pas tant dans le temple qu'une sorte d'aile un peu adjacente au temple avec lesquelles vous n'êtes pas trop en contact. Donc tu connais absolument pas Alior, tu aurais peut-être dû la connaître parce qu'elle aurait dû être présente comme tous les élus à ta cérémonie de sélection, mais elle n'y était pas, puisqu'elle n'a jamais assisté à aucune cérémonie de sélection. Je savais qu'elle était malade? Personne ne t'a jamais rien dit. Ok. Oui, là j'apprends tout ce qu'on vient de... J'ai jamais rien vu de tout ça. Je pense que je suis au fond du gouffre. Maëlle va assez rapidement aller rejoindre Tara, qui est du coup assise un peu plus loin, et elle s'assoit à côté d'elle. Elle te propose Davy de te joindre à elle si tu veux, pour avoir un peu une conversation suite aux différentes révélations. Est-ce que je suis toujours avec Noah? Si tu veux, oui. Je lui demande s'il veut écouter aussi. Tu saurais diffuser le son et le partager comme dans un haut-parleur? Pas comme dans un haut-parleur. Mais oui. Ouais, je veux bien. C'est si tu veux, hein. Oui, je veux bien. Ouais, ok. Je me mets juste à côté de toi. Ici, ça te dérange? Un peu plus loin, s'il te plaît. On n'est pas obligé d'être à côté. Je veux bien que tu me fasses un jet de rosée, s'il te plaît, et après que tu m'expliques un petit peu comment tu fais pour espionner la conversation entre Tara, Davy et Maëlle. 10. Ok, perfect. Sur un 10, tu auras une bonne partie de la conversation, peut-être pas tout. On verra dans un second temps. Mais d'abord, dis-nous un peu comment tu fais. Donc je refais encore le geste habituel pour ramener de la rosée. J'éloigne mes mains, je les rapproche, etc. Jusqu'à amasser un petit nombre de rosées entre mes mains, de particules. J'en attrape 2 que je fais sortir. Après les avoir toutes bien connectées, liées ensemble, les yeux fermés, tout ça, j'en sors 2. J'entends une à Noah.
On l'approche chacun de notre oreille et les autres particules repartent maintenant qu'elles sont liées aux nôtres pour aller se mettre un petit peu discrètement autour, enfin discrètement j'espère, autour des autres. Ok, je vais donner le contenu de la conversation. Tout ce que je dis pour l'instant, Noah et Léa, vous l'entendez aussi. Et je vous dirai quelle partie vous manquez potentiellement. Maëlle s'assoit à côté de Tara, qui est légèrement en hauteur sur un rocher un peu plus haut, et Davy, tu t'assois avec elle. Et elle pose un regard très compatissant sur Tara qui est murée dans le silence. Je suis vraiment désolée que vous ayez eu à vivre ça seule, Tara. Vraiment, j'aurais aimé qu'on soit avec vous. J'aurais aimé qu'on se réveille plus tôt ou qu'on... Tara hoche la tête un peu solennellement, comme pour accepter les excuses. Et Maëlle se rapproche un tout petit peu, resserre un tout petit peu le cercle que vous formez. Juste avant de dire ce que vous avez dit du temple, je partage votre avis et je partage vos doutes. Ça fait des années que je sais qu'il cache des choses. J'ai essayé, j'ai enquêté, je me suis rapprochée autant que j'ai pu. J'ai jamais réussi à trouver la moindre chose, ce qui n'a fait que amplifier mes suspicions. Davy, juste pour info, tout ce qu'elle dit là, tu découvres. Voilà, complètement. Après, à toi de voir comment ton personnage gère ça. Mais juste pour information. Je ne sais pas si je pense que nous avons été piégés ou placés là volontairement. Je ne sais pas à quel point la sélection, la prophétie ont potentiellement été manipulées, ni quel est l'objectif du temple. Mais je sais qu'ils ne nous ont pas dit toute la vérité. Et j'aimerais la déterrer aujourd'hui. Si je n'ai pas réussi avant, j'aimerais le faire aujourd'hui. Pour Alior et pour nous. Je sais que vous avez déjà vu Loré. J'imagine le choc et la douleur que ça a dû créer, mais je pense que j'ai besoin de la voir de mes propres yeux. Si ça ne vous dérange pas de nous accompagner, j'espère pouvoir y trouver des réponses. Et de nouveau, Tara hoche la tête, donnant son accord pour éventuellement vous accompagner à Loré. Et juste avant que la conversation se finisse, Maëlle dit une dernière chose. Et ça, c'est la partie que Noah et Léa ne vont pas entendre, puisque l'effet de la rosée se dissipe juste avant. Par rapport aux écrins de Ceylan et d'Alior, c'est peut-être la seule réponse que j'ai, mais je sais que ce n'est pas la faute du temple, car je sais que c'est la mienne. J'étais responsable de leur construction. J'étais responsable de leur entretien. Je ne peux que profondément m'excuser, car je pense que c'est ma faute, et j'en suis navrée. Et Davy, je veux bien que tu me fasses un geste social, s'il te plaît. 12. 12 sur un des 12, c'est parfait. Ok. Quand Maëlle s'excuse du malfonctionnement des écrins, il y a 2 choses qui te frappent. La première, c'est que Maëlle ne fait pas d'erreur. Tout simplement, elle ne fait pas d'erreur. Tu l'as vue travailler pendant quasiment 20 ans, de loin, parfois de près, mais souvent de loin. Et juste tout simplement, tu ne l'as presque jamais vue faire d'erreur. Et je dis presque, parce que la seule chose, le seul défaut que Maëlle a à tes yeux, c'est sa gestion des choses à faire à la dernière minute. C'est-à-dire qu'elle peut avoir travaillé sur un projet pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et tout est absolument parfait, mais s'il y a quelque chose à modifier à la dernière minute, ou si elle prend une décision un peu à l'arrache au dernier moment, c'est potentiellement le seul moment où elle peut faire une erreur. Et ça te met la puce à l'oreille. Évidemment, il n'y a que toi qui perçois ça à ce moment-là, parce qu'il faut quand même connaître Maëlle de fond en comble, pardon. Il faut connaître Maëlle très très bien pour pouvoir percevoir ce genre de choses. Et Léa et Noah, du coup, vous captez toute la première partie de la conversation, mais pas la fin. De toute façon, ça tombe bien, j'ai déjà oublié ce qu'il y a dit. Vous vous rejoignez tous et toutes. Maëlle vous fait part de sa volonté d'aller trouver la ville, d'aller trouver Loré. Bah, si on sait ce qu'il y a à Loré et qu'il n'y a rien, partage l'avis de est-ce que ça serait pas un peu inutile d'y aller, hein? Parce qu'il y a peut-être d'autres gens dans la nature, dont les sœurs, que j'aimerais bien retrouver,
Et plus on est, plus fort on sera. Ça pourrait être en effet important là de retrouver les autres personnes, mais je dis à Maëlle que je suis d'accord avec elle sur le fait qu'on doit aller sur place dans tous les cas à un moment. Donc si jamais ça prend trop de temps, on retrouve aucune trace, aucun indice, on ira. Selon moi. Moi, je suis complètement perdue. Et je sais plus quoi penser. Et du coup, je suis assez passive. Ce qui m'arrive rarement. Au fond de moi, j'ai besoin aussi de voir l'orée et le temple. Ce qu'il en reste. Enfin, j'ai besoin de prouver ou pas ce qu'a raconté Tara. Mais en même temps, je sens que mon avis n'est pas forcément celui qui compte le plus et je suis juste dépassée. Donc j'exprime le fait que j'ai besoin d'aller à l'orée moi aussi, mais que je suivrai les décisions prises par les autres. Ok. Si ça va à tout le monde, du coup vous décidez de peut-être déjà vous reposer un petit peu, d'autant plus que vous avez la grotte qui peut vous permettre de vous abriter temporairement un petit peu pour éviter d'être trempé pour toujours. Vous reposez quelques heures et ensuite reprendre du coup potentiellement le chemin vers la prairie de l'éveil, ou en tout cas essayer de retrouver les autres d'une manière ou d'une autre. Tara vous aide à installer un peu une sorte de camp de fortune, du coup juste dans l'entrée de la grotte. Je vais vous demander tour à tour juste comment vous dormez. Eléa, d'abord. Je dors dans un sommeil profond, parce que épuisée, mais agitée. Je sais pas si je suis hyper reposée en me réveillant, quoi, par exemple. Je rajouterais que la raison pour laquelle ton sommeil est agité, c'est parce que tu es hanté par un rêve très réaliste qui te prend aux tripes. Mais le contenu de ce rêve, on ne le connaît pas encore, parce qu'il va entièrement dépendre des choix que tu fais la semaine prochaine. Ok. C'est trop stylé. Et Noah, comment tu dors? Est-ce que tu dors même? Avec beaucoup de difficultés. Et je pense que du coup ça fait que je me relève plusieurs fois. Je vais voir Eléa. Je vois qu'elle fait des cauchemars à répétition, donc je viens juste lui apporter un peu d'eau à ses réveils. Et essayer de checker si elle va bien. Qu'est-ce qui la tourmente comme ça? Mais je ne pense que je n'aurai pas grande réponse de sa part, étant donné qu'elle est très fatiguée. À un de ces réveils, à un moment où tu te lèves pour aller donner de l'eau à Eléa, tu aperçois une silhouette un petit peu plus loin, juste en dehors de la grotte. Et tu réalises que c'est Tara, qui a l'air très frénétique. Elle fouille un peu au sol, avec une énergie un peu chaotique, pendant que le reste de vous se repose et dort à l'intérieur. Je peux l'espionner? Bien sûr, tu peux essayer. Ça sera un jet actif, s'il te plaît. Oh, 5. Tu t'approches un peu plus et tu vois qu'elle est en train effectivement de fouiller furieusement le sol. Mais l'endroit où elle fouille, c'est là où il y a la dépouille de la créature qu'elle a démembrée. Et elle cherche dans les restes de branches et de roches fissurées. Et tu l'entends murmurer un peu dans sa barbe. Forcément, elle est où? Et tu la vois trouver, visiblement, ce qu'elle cherche. Elle s'arrête et elle soulève une branche un peu plus large, une forme de main un petit peu. Et sur le doigt le plus long, le doigt du milieu, il y a un petit anneau en métal perlé très clair. Elle casse le doigt, la branche, pour prélever l'anneau et le regarde dans la lumière, immobile, dos à toi. Et sans se retourner, elle dit « Monsieur Zefpin, vous souhaitez vous joindre à moi peut-être ?» Je fais comme si c'était elle qui avait, je sais pas, imaginé ou comme si elle pensait avoir senti ma présence alors que pas du tout. Ok, ça marche. Et pour finir, Davy, ta nuit,
d'avoir vu Maël à 2 doigts de la mort, ça m'a quand même fait ça m'a fait un choc émotionnel énorme. Et donc, je suis prise par toutes les interrogations qu'on a liées à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Mais là, la première pensée qui me vient, c'est vraiment Maël. Au départ, j'étais pas forcément proche d'elle, mais je tente un rapprochement. Est-ce qu'on parle rapprochement émotionnel ou est-ce que tu te mets à côté d'elle? Comment ça se passe? Je m'approche d'elle vraiment, je m'allonge à côté d'elle et je regarde si elle dort. Elle a les yeux fermés mais elle ne dort pas. Tu le sais parce que t'as assez dormi à côté d'elle pour savoir. Et aussi parce qu'elle ronfle systématiquement quand elle dort. Et là, elle ne ronfle pas. Je pense que je refais mon petit geste. C'est un peu automatique, je lui prends la main et je lui dis juste en chuchotant faudra qu'on parle. C'était l'épisode 3 du mystère de Sombre Cime. Une nouvelle aventure improvisée par les contes de la table basse. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table basse pour cette saison Anna interprétant Davy Lamdou. Mathéo interprétant Noah Safin. Sidonie interprétant Eléa du Temple Perlé. Avant d'écouter les épisodes, n'hésitez pas à consulter les triggers et content warnings et à nous signaler si nous en avons oublié. Merci et bonne écoute.